Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Beaucoup d'actualités intéressantes cette semaine-ci. Bon, un peu comme toutes les semaines ce dernier temps, en réalité, nous avons déjà AMD qui va enfin apporter FSR 4 et surtout 4.1 sur les anciennes cartes graphiques, donc les RX 7000 ainsi que même les RX 6000. On a aussi une nouvelle carte graphique AMD qui peut arriver qui serait la RX 9050, donc une carte graphique abordable. On a Google qui a montré le Google Book qui sera le remplaçant du Chromebook et qui devrait concurrencer directement le MacBook Neo. Des news sur un méga APU de chez Intel avec plein de cœurs graphiques, donc qui concurrencerait directement les Ryzen AI Max. Linux sur PS5 qui devient de plus en plus bon parce que oui, on peut installer Linux sur PS5. Et puis plein d'autres petites news en tout genre. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture, en tout cas sur YouTube. Et je rappelle aussi qu'évidemment, le Texama Show est disponible sous forme de podcast sur toutes les plateformes de podcast populaires. En tout cas, j'ai fait la plupart, donc je pense que vous devriez trouver. Tapez juste Texama Show et vous devrez trouver assez facilement. Et si vous êtes d'ailleurs sur une de ces plateformes, n'hésitez pas à laisser des étoiles. Il me semble que vous avez des étoiles sur la plupart des plateformes. Et de vous abonner aussi. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par OBSBot et leur nouvelle webcam Tiny 3 Lite. Ce n'est pas la première fois que je parle d'OBSBot sur la chaîne, c'est selon moi la marque de webcam qui innove le plus en ce moment. La Tiny 3 Lite est donc une webcam 4K PTZ qui est donc montée sur un système de stabilisation 2 axes. L'intérêt, vous allez me demander? La webcam peut être contrôlée à distance ou même vous suivre via des gestes comme ceux ici. Donc la boîte que vous voyez autour de moi, c'est l'Active Tracking 2 qui est encore meilleur que la première version et je peux vraiment me déplacer hyper vite. La webcam arrivera toujours à me suivre. Hop, je vais en haut, elle me suit, je retourne en bas, voilà. Oh, 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 on va essayer de la fake, non, elle arrive toujours à me suivre. Mais comme vous pouvez voir, j'ai le logiciel d'ouvert ici. La preview que vous voyez de la webcam est la preview du logiciel, tenez-en compte, c'est très important. Et du coup, je peux contrôler énormément de choses. Je suis même sur la version avancée du logiciel ici, une version plus simplifiée pour ceux qui ne veulent pas tous ces contrôles. Mais comme vous pouvez voir, pour ceux qui veulent tous les contrôles, vous avez vraiment tous les contrôles. Et notamment avec OBS Bot Center, vous avez des trackings beaucoup plus complexes. Notamment, vous pouvez suivre un groupe de personnes. Bon, là, je suis tout seul, donc voilà. Vous pouvez avoir le corps entier d'une personne sans tête, c'est-à-dire qu'il va traquer le micro, je suppose, parce qu'il n'y a pas ma tête, du coup. On peut faire off et vous voyez, ça marche hyper bien. Et il y a un petit côté smooth quand il passe d'un tracking à l'autre, comme ça ne change pas subitement. Et je peux aussi arrêter le tracking et tout simplement la cadrer exactement comme je veux. Donc si je mets un petit peu plus par là, voilà, je peux avoir mon PC. Et maintenant, c'est mon point de vue principal. Et j'ai fait plusieurs pré-réglages ici. Donc j'ai par exemple ce pré-réglage-là. J'ai un autre pré-réglage juste ici. Si j'appuie dessus, voilà, ça monte le plafond. Et par ailleurs, vous l'avez vu, OBSBot a aussi un nouveau micro sans fil qui est le Vox SE qui se connecte directement à la Tiny 3 Lite. Il permet d'avoir toujours une bonne qualité de micro même si vous éloignez de la webcam parce que le micro est littéralement sur vous. Ce qui est très important vu que cette webcam est designée autour du fait d'être libre et de pouvoir se déplacer dans une pièce. Donc, en toute logique, il vous faut un micro sur vous pour toujours garder la meilleure qualité sonore possible. Il peut accrocher avec un système magnétique comme j'ai fait ici. Vous avez un petit aimant juste derrière mon t-shirt, comme ça c'est hyper propre. Vous avez aussi un petit collier pour ceux qui voudraient un truc plus simple et même un petit clip pour le clipper à peu près n'importe où. Et quand vous avez fini, vous pouvez le poser sur sa base pour qu'il recharge automatiquement. Donc pas besoin de câble et du coup pas besoin de s'embêter. La Tiny 3 Lite, elle, se connecte via USB-C forcément. Et comme vous le voyez, la qualité d'image de cette webcam est déjà très bonne. Et elle a aussi des très bonnes performances en basse lumière parce qu'elle utilise un capteur 1 sur 2 pouces qui est bien plus grand que la plupart des webcams du marché. N'hésitez donc pas à découvrir l'OBSBot Tiny 3 Lite ainsi que son micro sans fil en suivant les liens dans la description. Vous avez aussi un code promo en ce moment si vous suivez ce lien qui vous donnera 5% de réduction sur la webcam et son micro. Encore un grand merci à OBSBot d'avoir sponsorisé ce début de vidéo et je vous propose justement de continuer avec cette vidéo. La première news de la semaine, c'est le fait que AMD va enfin apporter le support d'FSR 4 sur leur ancienne carte graphique, donc que ce soit les RX 7000, 6000 et par extension toutes les puces Z1 extrême, Z2 extrême, donc ça c'est assez notable. Alors pour rappeler, FSR 4 était sorti l'année dernière, un peu après les RX 9000, et était une sacrée amélioration par rapport à FSR 3.0, 3.1 ou même 2.0 qui voilà, ils se débrouillaient. Leur avantage, c'est qu'ils étaient compatibles avec un maximum de GPU, y compris les anciens GPU NVIDIA. Mais derrière, le problème, c'est que la qualité, surtout à très basse résolution, quand vous étiez en 1080p, par exemple, activer le FSR,
rajoutait quand même pas mal de petits glitches, on le voyait quand même. FSR 4 a amélioré largement la qualité d'upscaling. Et tenez compte ici que je parle en particulier aussi de l'upscaling parce que FSR, c'est un ensemble de technologies maintenant, un petit peu comme DLSS. Vous avez l'upscaling, donc le fait de refaire le rendu du jeu à une plus basse résolution puis de le remettre à une plus haute résolution. Puis vous avez toutes les autres technologies à côté. Donc je parle de ça en particulier, je tiens à le préciser. Mais dans tous les cas, FSR 4, au niveau upscaling, était bien meilleur, au point même qu'il était même meilleur que DLSS 3.0. Pas encore au niveau de DLSS 4, au niveau upscaling, mais au moins mieux que DLSS 3.0, ce qui est quand même assez notable parce que, comme j'ai dit, FSR 3.1, 3.0 et 2.0 et tout ça était clairement en dessous de ce que offrait NVIDIA, en échange d'être beaucoup plus compatible. Le problème ici, c'est, je viens de le dire littéralement, c'est que FSR 4, pour avoir cette amélioration au niveau qualité, a dû changer la façon dont il faisait justement l'upscaling. Et il utilisait un modèle d'IA un petit peu comme le fait justement DLSS depuis la version 2.0. Et ça requérait un set d'instructions qui est supporté sur RX 9000, mais qui n'était pas supporté sur RX 6000 et 7000. Et c'est évidemment les instructions FP8. Ces instructions FP8, on les connaît assez bien aussi d'NVIDIA parce qu'elles sont assez modernes et permettent de faire tourner des modèles d'IA beaucoup plus efficacement avec une précision un petit peu plus basse, mais toujours suffisante. Et du coup, il n'y a pas de support d'FP8 sur les RX 7000 et 6000. Ce qui est un petit peu la faute d'AMD de ne pas avoir prévu mieux les choses parce que quand on tient compte que par exemple les RTX 3000 supportaient déjà les instructions FP8, voilà, ils auraient pu le prévoir un petit peu à l'avance, mais bon, voilà. Mais du coup, l'année dernière, je vous rappelle, vers la fin d'année, AMD, sans faire exprès, oups, a sorti une DLL de FSR 4 qui pouvait tourner sur les RX 7000. Et cette DLL utilisait les instructions Integer 8, donc int8, qui sont supportées pleinement par les RX 7000. Et depuis, plus de 6 mois après, c'est seulement maintenant qu'AMD est en mode ah oui, on avait déjà rajouté le support, on va peut-être le sortir maintenant dans une mise à jour de driver. Donc oui, c'est vraiment officiel, ils l'ont annoncé, ça arrive. Et du coup, pour les RX 7000, ça va arriver en juillet 2026, donc dans pas très longtemps, via une mise à jour évidemment de driver. Tous les jeux qui supportent FSR 3.1, je tiens à le préciser aussi, vous pourrez aller dans les drivers pour forcer le support d'FSR 4, donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que beaucoup de jeux pourront profiter de cet upscaler amélioré. Ça utilisera évidemment les Integer 8. Et pour les RX 6000, techniquement, elles ne sont pas compatibles avec les instructions Integer 8 si je me souviens bien, mais il y aurait moyen de les faire fonctionner. Et c'est là qu'AMD dit qu'ils vont justement travailler à faire fonctionner aussi les RX 6000, et ce via une mise à jour de driver qui par contre là arriverait début 2027. Donc ce sera un petit peu plus long. Mais quoi qu'il arrive, une bonne news. Alors je vais pas remercier AMD parce que selon moi, on l'a vu, la DLL est sortie l'année dernière. Ils auraient pu déjà faire ce support-là un bon moment. C'est clairement, ils sont en train de mettre leurs ressources autre part. Ils essayaient de peut-être mettre plus en avant leur RX 9000. Et je pense que, comme il y a une crise à RAM et tout ça, maintenant ils se sont dit, ah, vu qu'on n'est plus très intéressé de vendre un maximum de GPU pour PC fixe, bon, on va juste rendre disponible FSR 4 sur des anciennes cartes graphiques parce que autant faire ça. Et comme ça permet aux gens de garder leur GPU un petit peu plus longtemps parce que de toute manière, c'est pas comme si on était intéressé d'en vendre un petit peu plus, vu que on est plus intéressé de fabriquer un maximum de GPU pour les data centers. Donc voilà, je vais pas les remercier, mais c'est quand même une bonne chose quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'ils auraient pu le faire plus tôt, ça c'est sûr et certain. Mais il faut quand même se réjouir que ça arrive. Alors par contre, tenez en compte, utiliser FSR 4 sur un ancien GPU, évidemment, a un coût en performance, un petit peu comme les RTX 3000 ont un coût en performance avec la dernière version DLSS 4, qui est beaucoup plus lourde, et ces GPU n'étaient pas forcément prévus pour un modèle aussi complexe. Eh bien, vous avez la même chose ici. Il y a un coût en performance. Après, selon moi, le truc, c'est que la qualité est tellement meilleure que, oui, vous avez un coût en performance, mais aussi bien, avant, vous pouviez faire tourner FSR 3.1 en mode qualité, mais en dessous de ça, pour vous, l'image devenait trop dégradée, ce n'était pas assez bon niveau qualité. Alors que là, il est bien meilleur au niveau upscaling, donc peut-être que vous allez pouvoir vous mettre en mode FSR 3. Enfin, ouais, mode FSR 4.0 du coup, en mode équilibré, qui donnera un peu plus de performance, mais aura toujours une très bonne qualité. Donc, un petit peu comme avec la RTX 3000, c'est juste un jeu d'équilibrage en quelque sorte. Donc, il y aura un coût, mais je pense que ça vaut largement la peine au niveau qualité, parce qu'encore une fois, personnellement,
FSR 3.0, 3.1 et tout ça dépanne très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est pas les meilleurs niveaux qualité, il faut quand même le reconnaître. Donc ça, c'est une très bonne upgrade et franchement, ça fait plaisir. Ensuite, nous avons AMD qui prépare une nouvelle carte graphique pour PC fixe et c'est la RX 9050 avec 8 Go de VRAM. Alors, il y en a certaines personnes qui vont être en mode oh non, ça va pas être intéressant comme j'ai pu, autant prendre une RX 9060 XT. Mais le truc, c'est qu'au niveau des specs qui sont une rumeur, tenez-en compte, elle serait pas si mal que ça en vrai, parce que si on compare au reste de la famille RX 9000, vous pouvez voir que cette RX 9050 aurait 2048 corps et c'est la même chose qu'une RX 9060 XT. Et encore plus bizarre, vous avez une RX 9060 qui existe, non XT, mais elle est seulement pour le marché des OEM et surtout si le marché chinois, donc on la voit pas trop ici. Et celle-ci avait seulement 1792 corps. Donc oui, la RX 9050 aurait plus de corps, mais forcément, il y a un petit mais, elle aurait une fréquence un petit peu plus basse, qui selon moi n'est pas forcément un problème, il y a toujours moyen de l'overclocker, les cartes AMD s'overclock facilement. Et du coup, c'est seulement une plutôt bonne nouvelle. C'est vraiment 2048 corps, même s'il a une fréquence plus basse, on pourra réaugmenter cette fréquence avec un peu d'overclocking et avoir basiquement une RX 9060 XT 8 Go pour moins cher. Maintenant, le problème, c'est justement le prix. On l'a vu, il y a la crise de la RAM en ce moment, je pense que vous l'avez remarqué, hein, on est toujours dedans pleinement. Et le truc, c'est que les RTX 5060, par exemple, elles ont un peu augmenté en prix, mais elles sont restées proches du prix annoncé par Nvidia qui était juste au-dessus de 300 euros. Et c'est pour ça que, selon moi, avant la crise de RAM, elles n'étaient pas intéressantes, mais maintenant, limite, elles sont intéressantes parce qu'il n'y a littéralement aucune autre graphique à ce prix-là. Et les RX 9060 XT qui pourtant ont un modèle 8 Go qui aurait dû moins prendre en prix. Vous pouvez voir là, je suis sur Megaco, c'est un site que je veux souvent personnellement, qui livre seulement en Belgique par contre, tenez-en compte. Et la moins chère des RX 9060 XT, elle est à 369 euros. 369 euros. C'est le prix d'une RX 9060 XT 16 Go, voilà quelques mois. Enfin, voilà plus de 6 mois maintenant. Donc, quand vous voyez ça, ça fait un petit peu peur pour cette éventuelle RX 9050 XT, parce que, enfin 9050 plutôt, parce que s'ils la sortent à 300 euros, ce sera juste le prix qu'était la RX 9060 XT 8 Go il y a quelques mois. Et donc, la situation n'aura littéralement pas changé. S'ils avaient sorti cette carte plus vite, avant la crise d'ARAM, elle aurait peut-être été à 250 euros, et là, ça aurait été vraiment bien. Mais là, non, c'est pas le cas. Je suis sûr et certain, c'est malheureux de ces pessimistes de ma part, mais je pense que elle va être à genre 300 euros. Et du coup, oui, ça peut valoir la peine face à une RTX 5060, je suppose, surtout si vous l'overclockez. Mais comme elle a une fréquence plus basse aussi, pour les personnes qui ne savent pas overclocker, aussi bien la RTX 5060 sera juste un meilleur choix. Et maintenant, c'est l'heure des deals de la semaine. On a quelques deals intéressants, notamment sur une RTX 5070 qui est vendue 597 euros. Alors, par rapport au prix de l'année dernière, évidemment, c'est cher. Mais à l'heure actuelle, c'est la 5070 en France, la moins chère que vous pouvez acheter. Elle est vendue par Amazon directement. Donc, on a une assez bonne garantie là-dessus. Et c'est une assez bonne graphique, selon moi. La 5070 est l'une des premières RTX 5000, selon moi, qui valait le plus la peine, surtout par rapport aux 5060 et 5060 Ti. Ensuite, nous avons le Core Ultra 7 version plus, donc le 270K+, qui est déjà en promotion. Et c'est un excellent processeur, il est vraiment très bon, surtout pour le prix dans les jeux et surtout les tâches professionnelles. Il est vendu 306 euros. Donc ça, c'est un très bon prix, c'est le prix le plus bas parce qu'il était sorti normalement à 349 euros. Donc une bonne petite alternative pour ceux qui voudraient rester chez Intel, mais toujours avoir un bon processeur. On a toujours ce 9800X3D qui est en promotion. Alors la promotion est moins intéressante. Je vous rappelle que voilà, deux Texama Show, on l'avait vu à 388 euros, ce qui était vraiment très bon comme prix. Malheureusement, il est remonté un peu et puis il est redescendu et il est à 413 euros maintenant, ce qui est toujours en France le prix le moins cher que vous pouvez acheter ce processeur sans passer par AliExpress. Je sais qu'il y a toujours AliExpress, mais personnellement, voilà, je pas trop confiant de commander un processeur sur AliExpress. Et puis après, moi, j'ai une entreprise, donc je ne peux pas avoir de facture, donc ça m'embête un petit peu. Ensuite, nous avons Fnac avec un deal sur un écran OLED. Et là, pour ceux qui sont en mode « Oh, les écrans OLED, ça coûte cher », nous avons ici un écran OLED 27 pouces, 1440p, 180 Hz, QD OLED pour 339 euros. 339 euros pour un écran OLED. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne crois pas. Et c'est vendu directement par Fnac. Tenez-en compte, ce n'est pas un vendeur tiers ou autre chose. Donc, garantie derrière.
Et donc, je vous mettrai un lien dans la description là-dessus. Nous avons aussi d'autres deals écrans sur Amazon, évidemment. Donc ici, nous avons un écran 27 pouces, d'IPS, 1440p, malgré qu'ils disent Full HD, c'est un peu bizarre. 300 Hz, donc plutôt pas mal, je pense, au niveau des specs. Et c'est un LG Ultra Gear. Après, c'est du IPS normal, c'est pas du Fast IPS, donc vous aurez un peu plus de ghosting, tenez-en compte, mais ça reste pas trop mal. Vous avez aussi un Gigabyte MO32U2, qui est en réalité un écran 4K OLED 240 Hz. Et comme vous pouvez voir, il est à 614 euros. Pour un écran de cette qualité, c'est vraiment pas mal. C'est pas le plus lumineux par contre, parce qu'il a une luminosité, voilà, de. Ben justement, on parlait de luminosité dans le Texama Show. Je vais en parler dans le Texama Show, mais c'est pas le plus lumineux, tenez-en compte. On a aussi un petit peu du casque ici avec le Razer Black Shark V2 Hyperspeed. Donc, c'est un casque sans fil pour information. Alors, au niveau qualité, ça va. Les Razer Black Shark sont pas trop mal. Mais surtout, selon moi, le plus intéressant, c'est qu'ils ont un très bon micro par rapport à beaucoup d'autres casques qui ont des micros dégueulasses. Donc, si vous avez besoin d'un bon micro, un casque qui est pas trop mal, confortable et une bonne qualité, ben pour 77 euros, c'est un excellent prix. C'est le prix le plus bas depuis très longtemps. Il y avait eu un autre deal à 80 euros, mais là, c'est le meilleur deal depuis, ben, basiquement, je ne peux pas remonter plus loin en vrai. Est-ce que je peux remonter plus loin? Et voilà, il y avait un deal à 81 euros au mois de décembre, mais avant ça, oui, non, il n'a jamais été aussi peu cher. Donc, excellent casque. Et vous avez aussi toujours des offres sur le site de Ugreen. Donc, je vous mettrai aussi le lien dans la description vers le site Ugreen où il y a pas mal de promotions. Donc, si vous avez besoin d'un chargeur, dock, je sais pas moi, câble USB, n'importe quoi, il y aura forcément une offre sur le site Ugreen. Il y a pas mal de promotions en ce moment, donc je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et dans la description, vous aurez les liens vers les différents produits que j'ai montrés ici. Tenez compte que c'est des liens affiliés, donc ça permet de soutenir la chaîne. Donc un grand merci d'avance si vous utilisez. Et du coup, continuons avec le Texama Show. Ensuite, nous avons Google qui a montré les Google Books. Les Google Books ont pour but de remplacer les Chromebooks, petit à petit en tout cas, et est la prochaine initiative de Google, littéralement, pour concurrencer Windows et aussi les Mac. Donc les Google Books seront basés sur ce fameux OS qui n'a toujours pas de nom officiel, tenez-en compte. On a seulement le nom, on va dire, d'arrière-plan, le nom qu'ils ont en interne, qui était Aluminium OS d'ailleurs. Et donc cet OS sera basé sur Android et Chrome OS à la fois. Donc, c'est-à-dire qu'il pourra faire tourner nativement les apps Android, mais il ne sera pas exactement comme aussi Chrome OS qui était un peu plus fermé. Donc, à voir ce que ça donne, évidemment. Et il sera centré autour aussi de Gemini, peu importe comment vous le prononcez, qui est évidemment l'IA de chez Google. Alors, dit comme ça fait un peu peur parce que tout ce qui est avec des IA, voilà. Mais le truc, c'est que Gemini se débrouille et surtout, la fonctionnalité principale, ce serait le Magic Pointer qui, en gros, vous pouvez pointer à quelque chose, appuyer sur un raccourci et puis juste, ça fait un petit peu comme sur les téléphones Android modernes, vous pouvez maintenir la barre de navigation et puis le Circle to Search, ça s'appelle, et vous pouvez juste encercler quelque chose et puis ça vous donne des informations. C'est en réalité très pratique sur Android, je trouve, cette fonctionnalité. Et en réalité aussi, Copilot le fait déjà sur les PC Copilot. Si vous appuyez sur le bouton démarrer, enfin le bouton Windows pendant quelques secondes, il y a un truc qui se passe quand vous avez un PC Copilot compatible en tout cas. Et puis après, vous pouvez cliquer sur un truc et ça va, par exemple, sélectionner le texte sur une image ou autre chose. Donc c'est exactement la même chose que sur les téléphones Android. Donc ça existe déjà. Et du coup, ça semble logique de faire la même chose pour un Google Book. Donc ça, personnellement, pas trop de problème. Après, évidemment, il ne faut pas qu'ils nous mettent des IA partout juste pour le principe de mettre des IA comme le fait un petit peu, mais justement, Microsoft avec Copilot. Alors, un autre truc assez important avec ces Google Books, c'est qu'évidemment, il n'y aura pas un Google Book. Ce ne sera pas comme le MacBook Neo qui est fabriqué par Apple, avec ici du coup un Google Book qui est fabriqué par Google. Non, vous aurez des partenaires qui travaillent avec Google pour faire justement des Google Books, donc comme le Chromebook. Donc vous aurez apparemment Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo qui seront parmi les premiers partenaires. Donc ça en réalité c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois parce que bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de modèles disponibles, donc il y aura du choix et de la concurrence. Mais mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'aussi que certains de ces partenaires vont faire des Google Books qui ne seront pas très bons, on va être honnête. Comme les Chromebooks, il y en avait qui étaient juste très mauvais. Il y a beaucoup de Chromebooks qui sont devenus littéralement de l'e-waste. Très difficile à réparer, ils cassaient hyper facilement, c'était juste pas très bon. Donc j'espère que Google va faire des efforts à ce niveau-là, mais on verra bien. Et du coup, aussi, une autre news qu'on a en rapport avec ça, c'est le fait qu'apparemment, Intel a confirmé que les Google Books auraient des processeurs Intel. Et ça, c'est assez notable parce que ces Google Books, je vous rappelle, sont sur un OS qui est basé en partie sur Android. Donc, on pourrait plus s'attendre à du ARM, en fait, pour aussi plus d'efficacité énergétique et tout ça. Mais là, ce serait plus similaire à
justement les Chromebooks qui, eux, par contre, tournaient avec des bons vieux processeurs x86. Donc c'est assez surprenant, mais aussi logique d'un autre côté. Et donc le processeur qui serait utilisé, en tout cas pour les modèles plus entrée de gamme, ce serait les Core Intel Core, oui. Ce serait les Intel Core série 3 qui sont du coup basés aussi sur Panther Lake. En réalité, c'est pas exactement Panther Lake, tenez-en compte, mais ça utilise le même processus de gravure que Panther Lake, qui est le 18A, et c'est un petit peu l'entrée de gamme de justement Intel. Et ça s'appelle, le nom de code c'est Wildcat, pour information pour ces processeurs. Alors niveau spec, ces Intel Core série 3 sont pas les plus impressionnants, on va être honnête. Ils sont quand même gravés sur le processus de gravure, comme je dis, Intel 18A. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'efficacité énergétique. On a 6 cœurs au total, 2 cœurs haute performance. Et ensuite, vous avez 4 cœurs haute efficacité énergétique. Et c'est même pas les cœurs. Je vous rappelle que maintenant, Intel a 3 types de cœurs. Ils ont les hautes performances, les normaux, on va dire maintenant, parce que c'est vraiment ça, même s'ils sont considérés comme efficacité énergétique. Et puis, vous avez les très hautes efficacités énergétiques qui sont directement intégrées au centre du processeur et qui, du coup, peuvent être les seuls à tourner. Et les cœurs haute performance, eux, sont à côté. Et c'est-à-dire qu'ils peuvent être désactivés. Donc, quand vous êtes sur batterie et que vous n'avez pas besoin de beaucoup de performance, ça permet de les désactiver totalement. C'est une des raisons pour laquelle Panther Lake est aussi efficace au niveau énergétique. Parce que des fois, juste, il peut désactiver les cœurs haute performance qui ne sont pas utilisés et économiser énormément derrière. Donc, ils utilisent pleinement ce principe ici pour justement ces Core Intel série 3. Vous avez quand même de la RAM assez rapide et comme j'ai dit, vous avez quelques cœurs X3 ici. Donc, il n'y en a que 2, pas grand-chose. Pour information, Panther Lake en a 12 au maximum, ce qui est largement plus, et ça leur permet de concurrencer largement AMD aussi. Avec 2, ça dépanne, mais vous n'allez pas non plus faire tourner des jeux AAA. Ça fait tourner des petits jeux, mais pas des jeux AAA, ou en tout cas pas avec beaucoup de FPS, ça c'est sûr. 6 lignes PCI Express, 2 Thunderbolt 4, ça c'est plutôt cool, du Wi-Fi 7 et tout, donc franchement, au niveau spec, pas incroyable, mais pour un ordinateur plus entrée de gamme, ça suffit en fait. Et pour concurrencer le MacBook Neo, ce serait largement suffisant. Surtout avec cet argument efficacité énergétique. Et on est toujours sur du x86. Et une petite autre news en rapport, c'est que vous avez des premiers ordi portables qui arrivent justement avec ces processeurs-là. Ici, vous avez un modèle de chez Shui, qui est une marque évidemment chinoise, mais vous avez aussi quelques modèles de plus grosses marques comme Dell et tout ça qui arrivent très bientôt et qui veulent justement concurrencer le MacBook Neo, donc c'est assez notable. Et là, par exemple, ici, vous avez un Shui Unibook qui commence à 449 $, donc c'est en dessous du prix du MacBook Neo. Et vous avez notamment le Intel Core 3 304, qui est c'est vraiment l'un des plus basiques au niveau configuration de chez Intel ici, parce qu'il a seulement 5 cœurs. Donc, il me semble qu'ils ont désactivé peut-être un des cœurs haute performance pour en arriver là. Je vais aller voir les specs en vrai pour être sûr. Donc, si on va sur le site Intel, oui, ils ont bien retiré un des cœurs haute performance pour en arriver là. Ce qui, voilà, ne va pas donner le plus de performance, on va être assez honnête là-dessus, mais c'est toujours ça. Par contre, là, le plus gros problème, c'est qu'il aura seulement 8 Go de LPDDR5X et seulement un SSD 256 Go. Donc, c'est un petit peu ce que fait Apple ici au final. Très similaire. Mais sauf que il a pour but de faire tourner Windows. Donc, voilà, je ne sais pas comment ils vont faire, mais voilà. Mais une chose est sûre, il y a moyen de faire des modèles 16 Go de RAM pour à peu près le même prix que le MacBook Neo. Et ceux-là seront évidemment beaucoup plus intéressants, avec l'efficacité énergétique qu'on a vu avec Panther Lake, avec les performances qui sont suffisantes et tout ça. Ça devrait donner des ordis intéressants. Le seul problème, et c'est toujours le même problème, c'est Windows au final. Donc c'est là aussi où on verra si Aluminium OS, peu importe son nom dans le futur, permet de régler ça, même si tenez compte que il y a d'autres problèmes aussi, c'est qu'on peut juste faire un OS qui est meilleur. On a Linux qui est bien meilleur, mais il faut encore que les gens l'utilisent. Il faut que les entreprises fassent des logiciels dessus que les gens utilisent fréquemment. Donc c'est pas juste d'avoir l'OS, il faut aussi l'écosystème derrière. Donc Windows a l'écosystème, mais pas un bon OS selon moi. Mais du coup, c'est-à-dire que comme ils ont l'écosystème, tout le monde est dessus. Puis vous avez Mac qui a un petit peu un mélange des deux. Ils ont un assez bon écosystème et évidemment un assez bon OS, mais surtout leur processeur dépend derrière. Puis vous avez Linux qui a un très bon système, mais à côté de ça, l'écosystème demande encore du travail. Notamment, si vous voulez avoir la suite Adobe, c'est juste pas possible sur Linux. Et je sais qu'il y a beaucoup d'alternatives, mais c'est des alternatives. C'est pas le vrai logiciel que les gens veulent utiliser. Donc voilà, juste pour resituer un petit peu les choses, que Aluminium OS, le problème, c'est que
même si le système est très bon, l'écosystème, c'est juste des applications Android. Et les applications Android sont oui, c'est sympa, mais ça crie pas non plus «Oh, je vais pouvoir travailler sur mon PC», quoi. Est-ce qu'il y a DaVinci Resolve sur le Play Store? Je ne crois pas. Est-ce que vous avez toute la suite Adobe? Non. Vous avez des applications Adobe, mais vous n'avez pas les vraies applications Adobe. Donc, pour certaines personnes, ça va évidemment les limiter. Mais je pense que si Google travaille bien avec les développeurs, on croise les doigts, ben, on pourra avoir quelque chose de très bon. Ensuite, on a une autre news intéressante sur Intel avec ici des informations sur Razor Lake AX, qui est évidemment cet APU massif de chez Intel qui aurait jusqu'à 16 ou même 32 cœurs X3. Pour information, Panther Lake, les Core Ultra 300 qu'on a vu jusqu'à maintenant, ont 12 cœurs maximum. Et déjà avec 12 cœurs, ils arrivent à dépasser les puces Z2 Extreme d'AMD. Ils n'arrivent pas forcément à dépasser les puces Ryzen AI Max, mais ils peuvent les dépasser par contre en efficacité énergétique, notamment quand on est en dessous de 50 watts, donc tenez-en compte. Et là, du coup, ben forcément, jusqu'à 32 cœurs, on a littéralement plus de x2 le nombre de cœurs qu'une puce Panther Lake. Donc là, ben les puces Ryzen AI Max vont se faire clairement concurrencer. Je dirais même elles vont se faire dépasser avec une telle configuration. Parce que les Ryzen AI Max, en réalité, ont jusqu'à 40 compute units, donc 40 cœurs, comparé aux 16 cœurs maximum des puces Z2 Extreme. Donc ça vous permet de vous resituer. Il y en a genre un peu plus de x2. Et là, Intel en a un peu plus de x2. Et Intel était déjà meilleur que la version 16 cœurs justement d'AMD au niveau cœur graphique. Donc oui, Intel a ici un APU qui serait plus puissant que l'offre AMD. Et le problème avec du coup ce fameux big APU de chez Intel, c'est qu'il n'arriverait pas avant 2027. Et d'ici 2027, AMD aura le temps de faire un meilleur APU. Bon, c'est pas plus mal, il y a de la concurrence comme ça, mais ouais, c'est dommage, quoi. Si on pouvait l'avoir cette année-ci, ce serait très intéressant, mais là, au final, le paysage au niveau APU va juste rester le même. On a les APU Intel qui sont meilleurs avec Panther Lake. On va avoir des consoles qui vont arriver lors du Computex. Ça va être très intéressant, j'ai hâte de voir ça. Et puis après, AMD, eux, ils seraient sur leur laurier. Il n'y a rien qui change. Voilà, les Ryzen AI 400, c'est juste un refresh des AI 300, c'est exactement les mêmes. Les puces Z2, elles sont toujours basées sur une ancienne architecture GPU. Rien ne change. Donc on va juste rester comme ça pendant peut-être plus de 6 mois, sans aucune véritable nouveauté, ce qui est voilà, un petit peu dommage. Alors évidemment, c'est la crise d'un RAM, et forcément, qui dit crise, qui dit prix ultra élevé, dit forcément des gens qui essayent d'en profiter et surtout de faire des arnaques. Donc ici, nous avons une nouvelle arnaque qui fait assez peur. Vous avez des fausses barrettes de RAM DDR5 SODIMM, donc c'est pour les ordi portables. Et comme vous pouvez voir, on croirait une barrette normale, hein. Vous avez des puces mémoire et tout, sauf que les puces mémoire, c'est juste un bout de plastique. C'est littéralement, il n'y a rien dedans. C'est juste un bout de plastique pour faire croire que c'est une barrette de RAM. Il y a quand même le connecteur et tout, donc vous pourrez l'installer dans un slot de RAM, c'est juste que ça fera rien en fait, votre PC ne démarrera même pas. Donc là, le truc, c'est qu'on a vu un modèle SODIMM où les puces mémoire sont facilement visibles et on voit un petit peu qu'il y a un problème. Vous voyez, il y a un bord un peu sur le côté blanc, alors que normalement, les puces mémoire, c'est plus noir sur les côtés. Donc, il y a clairement quelque chose qui cloche. Sauf que, imaginez s'ils font la même chose pour des barrettes de RAM pour PC fixe. Comme il y a un radiateur par-dessus, vous ne le verrez pas du tout. Donc là, c'est très important. Si vous cherchez de la RAM, vous allez forcément chercher des promotions. Allez chercher un kit de RAM le moins cher possible. Et peut-être que ça va vous amener sur des sites avec une moins bonne réputation. Ça va peut-être vous amener vers le marché de l'occasion. Donc là, je vous dis, prenez vos précautions. Donc si vous trouvez un kit de RAM, je sais pas moi, sur eBay, et puis que le vendeur vous dit, ah mais attends, on va échanger via WhatsApp ou autre chose, comme ça je te fais un prix. Non, refusez. Passez seulement par les plateformes officielles et passez par le système de paiement officiel de ces plateformes. Comme ça, s'il y a un problème, vous le verrez. Quand vous recevez votre paquet aussi, filmez le déballage. Franchement, moi je vous dis, filmez le déballage. Prenez un maximum de photos, filmez-vous. C'est hyper facile. Juste demandez à quelqu'un de tenir la caméra pendant que vous déballez le paquet pour juste prouver que vous avez bien reçu peut-être le kit qui serait défectué ou le kit qui serait un faux kit. Et comme ça, après, quand vous demandez un remboursement, c'est beaucoup plus facile. Si vous avez une carte de crédit, utilisez la carte de crédit. Il y a beaucoup plus de garanties sur les cartes de crédit au niveau des achats. Et donc voilà, faites attention. Il y a clairement des arnaques. Il y en avait déjà, mais là, il y en a encore plus vu le prix de la RAM. Il y en a aussi sur les SSD notamment. Donc, prenez vos précautions. Si vous voyez un deal qui est trop beau pour être vrai, dites-vous que c'est trop beau pour être vrai, tout simplement. Donc, voilà, petite mise en garde là-dessus parce que forcément, je sens qu'il y a des personnes qui vont se faire avoir. Ensuite, vous avez le support de Linux sur PS5 qui devient de plus en plus bon en réalité. J'étais assez étonné de savoir que oui, on pouvait mettre Linux sur les PS5, mais c'est dû à, évidemment,
chaque console n'est jamais parfaite. Il y a toujours une petite faille quelque part qui permet de déverrouiller le bootloader, qui du coup permet de charger son propre OS. Et c'est le cas avec la PS5. Et là, ils sont en train d'aller de plus en plus loin parce que forcément, ces problèmes de bootloader sont patchés, les failles sont patchées. Notamment, si vous vous souvenez, la première Switch avait un problème avec son port USB où on pouvait justement charger des logiciels pas forcément approuvés, installer son propre OS. Et donc, les anciennes suites, justement, les toutes premières, étaient faciles à modder du coup. Ils ont réglé ça, évidemment, avec des mises à jour niveau hardware. Mais du coup, les anciennes consoles ne pouvaient pas être fixées. Et là, les PS5, ils fixaient ça en partie via les mises à jour aussi logicielles. Mais la communauté qui travaille sur la version Linux de la PS5 va de plus en plus loin. Apparemment, vous pouvez du coup installer PS5 Linux sur même le firmware 5.5 de la PS5 ou même les firmware 6.0 et 6.02. Alors, je ne sais pas à quel firmware ils sont actuellement, je vais aller voir en vrai. Alors, apparemment, la PS5 serait au firmware 12.0 ou 13.0. Donc, si quelqu'un a une PS5 peut confirmer, ce serait intéressant. Merci d'avance. Donc, il y a encore du chemin à faire s'ils sont seulement à la version 6.0, mais comme vous pouvez voir, ils sont en train d'avancer. Donc, ils sont en train de remonter petit à petit dans la file de firmware. Et forcément, Sony doivent regarder ça en mode ça nous inquiète un petit peu parce que si ça continue, aussi bien ils vont trouver des failles jusqu'à la dernière version du firmware et juste permettre aux gens d'installer Linux sur les PS5. Et du coup, vous allez me demander qu'est-ce que font les gens avec Linux sur PS5. Mais ils jouent à des jeux vidéo aussi, en plus d'utiliser comme un PC au final, puisque c'est Linux. Mais vous avez des tests qui ont été faits ici par Digital Foundry, une excellente chaîne YouTube. Ils ont testé justement quelques jeux PS5 sur la version Linux et la version normale. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que, évidemment, c'est utilise Proton pour faire tourner ces jeux, parce que ça fait tourner la version PC. Et ils ont trouvé que bien souvent, ils ont pratiquement les mêmes performances que la version PS5. Et tenez compte que Digital Foundry ont une manière, parce que vous allez me dire, comment ils savent le nombre d'FPS sur PS5. Ils peuvent tout simplement le détecter via le signal. Comme la PS5 supporte un taux de rafraîchissement variable, tout comme beaucoup de cartes graphiques modernes, c'est-à-dire qu'elle envoie exactement le nombre d'FPS à laquelle elle tourne à l'écran. Donc vous pouvez récupérer cette information et savoir que elle tourne à 55 FPS. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, c'est comme ça qu'ils savent qu'ils ont à peu près le même niveau de performance. Donc, quelque chose d'assez incroyable quand on y pense. Un OS dédié pour les jeux vidéo, les jeux sont faits pour cet OS. Et à côté de ça, vous avez une version Linux installée à l'arrache par la communauté avec une couche de compatibilité qui fait tourner un jeu Windows sur cet OS. Et pourtant, on arrive à peu près au même niveau de performance. Donc, ça montre juste que si vous êtes constructeur de console, limite, genre, à quoi ça sert de faire votre propre OS alors que vous pourriez juste utiliser Linux, franchement, et juste rajouter votre surcouche par-dessus, et vous pourriez appeler ça SteamOS. C'est exactement ce qu'a fait Valve, en fait. Et c'est ça qui est, selon moi, très intelligent. C'est pourquoi s'embêter à faire son propre OS alors qu'il y a un OS qui est déjà disponible, qui marche très, très bien. Et que, avec un énorme acteur comme justement Valve et tout ça, ça permet d'améliorer encore plus. Mais bon, juste pour montrer que Linux fait du chemin quand même. Bon, après, je ne recommande pas forcément de mettre Linux sur votre PS5, je tiens à le préciser. Surtout qu'il faut une ancienne version du firmware, quoi qu'il arrive, mais bon, c'est à vos risques et périls, je vous le déconseille, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ensuite, on a une petite confirmation comme quoi Intel et Nvidia travaillent toujours ensemble sur quelque chose, des produits qui vont arriver. C'était un deal qui était arrivé en 2025, si vous vous souvenez. Et la rumeur, c'est que Intel et Nvidia pourraient travailler, par exemple, sur un APU, quelque chose comme ça, qui permettrait d'avoir un concurrent au MacBook Pro et même un petit peu à ce que fait AMD avec les Ryzen et iMacs. Alors évidemment, Intel a leur propre APU qui arrive, qui est assez massif, mais ça fait pas de mal de travailler avec Nvidia qui a des très bons cœurs GPU. Intel a des très bons processeurs maintenant. Si vous combinez les deux sur un même SoC, ce qui permet d'améliorer aussi l'efficacité énergétique, vous avez de la mémoire partagée, ça donnerait un produit qui, selon moi, serait plutôt intéressant. Donc, on a eu une confirmation justement du CEO d'Intel que la collaboration est toujours en cours. Donc, c'est plutôt intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, on ne sait pas quand le produit en commun va arriver. Peut-être qu'il arrivera fin d'année ou peut-être qu'il arrivera en 2028. C'est tout à fait possible. Donc, ma foi, on va prendre notre mal en patience. Ensuite, nous avons Microsoft qui continue d'améliorer Windows 11 petit à petit. Et notamment, ils ont réintroduit une fonctionnalité dans la version Insider, en tout cas de Windows 11. Donc, ça arrive pas tout de suite, en tout cas sur la version grand public. Ils ont réintroduit une fonctionnalité qu'on avait dans Windows 10 et qui avait été perdue. C'est le fait de pouvoir mettre la barre des tâches n'importe où.
Donc, si vous voulez la mettre à gauche, vous pouvez la mettre à gauche, à droite ou au-dessus. Vous pouvez totalement le faire. Et même aussi, ils ont montré une version plus petite de la barre des tâches. Donc, ici, si on regarde sur cette image de comparaison, vous pouvez voir la version à gauche, ça, c'est la version normale. Et ça, c'est une version plus petite. Et le truc, c'est que vous pouviez changer la taille de la barre des tâches via le scaling dans Windows, mais ça changeait tous les autres éléments aussi de taille. Donc ça, c'est plutôt cool parce que vous pouvez toujours avoir un scaling normal pour vos fenêtres, mais vous pouvez diminuer la taille de la barre des tâches pour juste regagner un petit peu plus d'espace, qui pourrait être pas mal pour les ordi portables notamment. Petit à petit, bon, là, ils nous rajoutent littéralement des fonctionnalités qui étaient déjà dans Windows 10 et qui nous ont enlevées, notamment le fait de pouvoir mettre la barre des tâches un peu où on veut. La barre des tâches plus fine, par contre, ça, il me semble pas que ça existait vraiment. En tout cas, pas officiellement de la part de Microsoft. Donc, voilà, petit à petit, on a des fonctionnalités qui sont plutôt pratiques. C'est mettre la barre des tâches, notamment sur le côté. Et vous pourrez aussi, il y avait une fonctionnalité qui permettait de regrouper les onglets. Apparemment, ça aussi, ça arrivera, donc c'est intéressant. Vous pouvez voir d'ailleurs ici que vous avez une version qui écrit le nom des programmes, donc ça prend énormément de place, mais vous avez aussi une version qui est beaucoup plus compacte, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la version ultra large. Donc, mettre la barre des tâches sur le côté, moi je trouve ça très pratique si vous êtes sur ordi portable. Surtout si vous êtes développeur, parce que bien souvent vous n'avez pas besoin de beaucoup de largeur d'écran, surtout quand vous regardez des sites web ou autre chose, vous n'avez pas besoin de beaucoup de largeur d'écran, vous avez besoin de hauteur d'écran. Donc en mettant la barre des tâches sur le côté, ben, vous récupérez un petit peu de hauteur. Et combiné à un écran 16 dixième, alors là vous êtes vraiment tranquille en fait. Donc très intéressant, mais tenez en compte, ça n'arrive pas tout de suite, c'est dans le programme Insider, donc peut-être que ça arrivera genre dans quelques mois, fin d'année, on verra bien. Ensuite, vous avez des gens fous qui sont amusés à faire tourner une RTX 5090 sur un MacBook Air M4. Non, vous ne rêvez pas, ça marche réellement. Enfin, ça marche, mais avec beaucoup de modifications. Comment ils font, vous allez me demander? Eh bien, tout simplement, alors préparez-vous parce qu'il y a une longue chaîne d'événements pour que ça en arrive là. Donc, ils utilisent évidemment un dock GPU via Thunderbolt pour faire fonctionner la RTX 5090. OK, jusqu'à maintenant, logique. Ensuite, ils passent ce GPU à une machine virtuelle qui tourne sur macOS et donc sur ce MacBook M4 qui, du coup, fait tourner, si je me souviens bien, il fait tourner Linux, il me semble. Oui, il fait tourner Linux. Et donc, il récupère ce GPU, hein, cette machine virtuelle. Et du coup, macOS, lui, ne peut pas utiliser le GPU NVIDIA, mais la machine virtuelle peut l'utiliser parce que elle a les drivers et tout ça. Et donc, à travers Proton et aussi FEX, qui, je vous rappelle, permet de faire tourner notamment des instructions Windows, ou en tout cas des jeux Windows et des programmes Windows sur des puces ARM, eh bien, ils arrivent à faire tout simplement tourner des bons vieux jeux Windows x86 sur cette monstruosité, et ils arrivent à avoir des performances. Je ne dis pas qu'ils ont des bonnes performances, ils arrivent à avoir des performances. Donc un MacBook Air nativement sur Cyberpunk 2077 en 4K vous donnerait, avec le ray tracing, pas beaucoup d'FPS sur un MacBook M4 R. Par contre, avec le GPU, le iGPU, via cette configuration très compliquée, comme vous pouvez voir, ils avaient beaucoup plus d'FPS. Vous avez aussi une comparaison avec un MacBook Pro apparemment 2020 qui avait encore un processeur Intel qui peut du coup utiliser le iGPU. Ils ont légèrement plus de performance. Vous avez la puce M5 Max ici native qui au final se fait battre par ce iGPU intégré, enfin, je ne sais pas comment l'appeler. Et puis du coup vous avez aussi la puce M5 Max plus le iGPU qui là donne encore plus de performance parce que du coup la puce M5 Max est beaucoup plus puissante, donc elle fait mieux tourner en machine virtuelle, tout simplement. Et puis, le dernier point de comparaison le plus important, c'est un PC Windows classique avec juste la carte graphique branchée dedans. Et là, on voit que c'est meilleur. C'est clairement meilleur. Donc, c'est clairement du bricolage, mais c'est le genre de truc que j'aime bien dans la communauté PC et juste ordinateur de manière générale. C'est juste les gens qui s'amusent à faire ça. C'est pas pour tout le monde, c'est même pour personne, honnêtement. Mais c'est tellement cool à voir, moi, personnellement, je trouve. Tenez compte aussi qu'il y a une news en rapport avec ça, c'est le fait que Apple a autorisé la possibilité d'avoir des drivers qui font tourner des GPU d'autres marques, notamment AMD et Nvidia, sur leur MacBook Apple Silicon. C'est juste qu'ils ne peuvent qu'être utilisés pour faire tout ce qui est des tâches d'accélération d'IA. Donc, vous ne pouvez pas mettre une 5090 et faire tourner un jeu vidéo. Vous pourrez par contre faire tourner des LLM. Donc, personnellement, je trouve ça très dommage que Apple fasse autant de limitations. Après, tenez compte que AMD et Nvidia n'auraient pas forcément un énorme intérêt à faire des drivers pour jeux vidéo sur Mac parce qu'il n'y a aucun intérêt.
il n'y aurait pas beaucoup d'utilisateurs. Mais quand même, c'est un petit peu dommage que du coup, Apple, dès la source, limite cette possibilité. Ce serait bien de l'avoir, mais bon. En attendant, si vous voulez avoir une RTX 5090 sur votre Mac, bah voilà la solution. Au niveau configuration, ça doit être horrible par contre, donc j'ose même pas imaginer. Ensuite, nous avons Asus qui a enfin sorti cette fameuse RAM qui avait des rumeurs, voilà, je ne sais combien de temps, mais que évidemment était une fausse rumeur. Et en réalité, ben, non, ce n'est pas un kit de RAM Asus ROG, c'est un kit certifié Asus ROG avec ben, tout simplement le design Asus ROG, mais il est évidemment fabriqué par quelqu'un d'autre. Donc non, ce n'est pas fabriqué directement par Asus, et non, Asus ne va pas faire de la RAM, tenez-en compte. Et du coup, le fabricant ici que vous avez, c'est Bwin, qui est un fabricant chinois, évidemment. Et ils font partie aussi d'un nouveau programme que fait Asus, qui est le ROG Certified Memory Program. Donc, c'est juste voilà, un programme qui permet de certifier le fait que la RAM fonctionnera bien sur votre carte mère. Beaucoup de marques font ça en réalité. Et vous avez beaucoup de marques de barrettes de RAM qui eux-mêmes testent toutes les cartes mères. Donc vous pouvez trouver ça sur leur site bien souvent. G-Skill, je sais qu'ils le font. Ils ont une liste des cartes mères où ils ont testé leur kit de RAM et comme ça vous savez que ça fonctionnera sans problème. Mais bon, c'est quand même cool à avoir. Vous avez Adata, Apacer, Apacer, je sais pas comment on le prononce, mais on dirait tellement Apacher. Asgard, Bwin, du coup, Corsair, G-Skill, Gale, je connais même pas, Kingston, Cleve, Lexar, Silicon Power, Team Group, V-Color et Viper Gaming qui font partie de ce groupe. Donc, basiquement tout le monde. C'est littéralement tout le monde. Et donc, ça vous permet d'avoir un peu plus de garantie que votre kit de RAM fonctionnera. Et le kit de RAM ici, en particulier de Shewin, c'est ça. Et au niveau spec, assez intéressant selon moi. Au niveau prix, pas du tout, parce qu'il va coûter plus de 700 euros. Mais au niveau spec, vous avez 48 Go de RAM, ce qui est en réalité un peu trop pour les gamers. Mais surtout, vous avez 6000 mégas transfert en CL26. Donc, c'est un kit très rapide et qui serait très bon pour les jeux vidéo. Le seul problème, encore une fois, c'est juste qu'il coûte le prix d'une carte graphique. Donc, autant mettre cet argent dans une carte graphique et vous aurez plus d'FPS. Basique. Prenez juste un kit de 32 Go, de toute façon, c'est largement suffisant. Ensuite, on a une autre petite news Asus qui me tient à cœur personnellement parce que ça parle de mini PC. Et vous savez que j'adore les mini PC. Et vous avez une update du Asus ROG Nuke qui arrive. Donc, ce sera le Asus ROG Nuke 16 en version 2026. Et la grosse nouveauté, c'est qu'il passe au nouveau processeur Core Ultra Plus. Donc pas de Panther Lake, mais c'est la version Plus qui est évidemment cette version améliorée qu'on a vue aussi sur PCFX avec les 270K+, et les 250K+, qui sont vraiment bons pour le prix. Bon là par contre, tenez en compte, ce mini PC va coûter la peau de fesses. Il pourrait être à plus de 4000 $, donc voilà. Mais d'un point de vue volume, parce qu'il fait 3,1 litres, si je me souviens bien. C'est l'un des mini PC les plus puissants que vous pouvez acheter sans devoir bidouiller autre chose. Ce qui est assez notable. Et il aura jusqu'à 128 Go de RAM, ce qui est overkill. Et il y a plusieurs configurations aussi niveau GPU. Vous avez une 5080, 5070 Ti, 5070 et 5060. Donc en vrai, il y a moyen de l'avoir pour un peu moins cher avec évidemment un GPU un peu plus raisonnable. Après, si vous voulez vraiment faire un mini PC compact, regardez au niveau du Velka 3 que j'avais déjà parlé, qui permet d'avoir un PC en dessous de 4 litres, donc c'est pas si loin que ça, avec aussi l'alimentation intégrée, donc c'est très compact. Il me semble qu'ici, je sais même pas si l'alimentation... Non, l'alimentation n'est même pas intégrée ici, elle est externe, donc tenez-en compte, il faut rajouter du volume. Derrière, ça rajoute aussi du poids. Mais avec un Velka 3, vous pouvez faire un PC très compact. Vous avez aussi quelques boîtiers qui permettent de mettre cette RTX 5060 low profile dedans, qui sont très intéressants et qui sont souvent en dessous de 4 litres aussi. Donc, vous pouvez bricoler un mini PC très compact pour moins cher que ça. Et tant qu'on parle de choses compactes, vous avez Microsoft qui est en train de travailler sur une manette d'Xbox qui serait, comme vous pouvez voir, plutôt compacte. Donc, si on la compare, j'ai une manette d'Xbox ici classique, vous pouvez voir que oui, c'est une Asus ROG, c'est pas une pub, je tiens à le préciser, c'est une manette que j'avais reçue il y a très longtemps. Mais vous pouvez voir que ici, évidemment, les boutons sont assez espacés, on a évidemment cette énorme grippe pour la main, alors que cette version compacte, tous les boutons sont un petit peu plus proches et surtout la prise en main est beaucoup plus petite, mais selon moi toujours suffisante pour que ce soit assez bon. Les gâchettes aussi doivent souffrir, on le voit un petit peu, elles sont plus petites et tout. Donc ça aussi, ça pourrait être embêtant. La batterie est interne, on ne peut pas l'enlever. Après, je suppose qu'on pourrait démonter la manette pour enlever la batterie. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Et on peut voir aussi ici qu'ils ont de quoi regarder la taille en centimètres, il me semble, ici en bas. Donc elle est très compacte. Et une des fonctionnalités intéressantes, c'est qu'elle supporterait le Wi-Fi 6. Et vous allez me dire, mais pourquoi le Wi-Fi 6? Parce que visiblement, Microsoft serait en train de travailler sur une manette un petit peu comme la manette Stadia, qui elle aussi du coup, pouvait se connecter à votre Wi-Fi et donc elle communiquait directement avec les serveurs de cloud streaming de Stadia à l'époque.
Bon, Stadia est fini maintenant, donc la manette est juste redevenue une manette normale. Mais ici, du coup, je vous rappelle que Microsoft a leur propre service de cloud streaming, qui est dans le Game Pass Ultimate. Et donc, avoir une manette qui communique directement avec le serveur permet d'économiser un petit peu de latence parce qu'elle n'a pas besoin de communiquer en Bluetooth, qui est déjà lent, avec, par exemple, votre PC et votre téléphone. Et puis après, votre téléphone communique avec le serveur. Ici, vous pouvez juste couper l'intermédiaire et aller directement au serveur, ce qui est tout à fait logique, surtout pour un service de cloud streaming. Par contre, oui, le mode Wi-Fi ici, ce ne sera pas pour jouer en local sur un jeu. Ça ne servira à rien. Autant utiliser le Bluetooth ou peut-être un connecteur de 2,4 GHz si ça existe. Mais quoi qu'il arrive, intéressant, personnellement. Je trouve que les options au niveau manette compacte, je ne sais pas si vous avez regardé, sont très rares en réalité. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, en avoir une officielle Xbox et tout, ce serait selon moi une très bonne chose. Et enfin, on a une dernière petite news sur Thermal Grizzly. Je vous rappelle qu'il y a sorti il y a pas si longtemps le WireView Pro 2, qui est ce petit boîtier que vous pouvez brancher à votre carte graphique avec un connecteur 12 plus 4 pins qui vous permet de premièrement monitorer si le câble n'est pas en train de littéralement s'autodétruire et permet aussi en partie de le refroidir avec un ventilateur, donc pour encore une fois s'assurer qu'il n'y a pas de problème et donc de rajouter pas mal de sécurité là-dessus. C'est dommage qu'on doit en arriver là, clairement, mais c'est un petit boîtier qui, si vous avez acheté une 5090, je pense, peut valoir la peine. Le problème, c'est que ce boîtier avant se branchait directement sur le connecteur de la carte graphique. Donc ça veut dire que si vous aviez un connecteur avec un angle, comme le modèle Founder Edition, c'était pas possible de le brancher. Ou si, comme moi, vous avez le connecteur qui est derrière la carte mère, parce que j'utilise un GPU qui est connecté à la carte mère, donc il n'y a pas de câble d'alimentation sur le côté, comme vous pouvez voir. C'est alimenté par la carte mère qui, elle, a le connecteur 12 plus 4 pins. Eh bien, moi, ça me permettrait enfin d'avoir une solution parce que ils ont sorti un WireView Pro 2 qui a un câble, tout simplement, que vous pouvez aller brancher dans la carte graphique. Donc, ça permet de déporter le boîtier et de ne plus l'avoir qui est littéralement sur la carte graphique. Et donc, de le rendre compatible avec mon installation, mais aussi la Founder Edition. Donc, très intéressant, parce qu'on sait que le WireView Pro 2 coûte très cher. Par contre, tenez en compte, c'est plus de $100, donc plus de 100 euros. C'est cher. Mais encore une fois, si vous avez acheté une 5090, je pense que c'est un investissement qui vaut la peine pour être sûr qu'elle ne parte pas en fumée. Et derrière, maintenant, on peut enfin l'installer sur les modèles Founder Edition, qui étaient très populaires, qui étaient aussi les modèles les moins chers qu'on pouvait trouver en tout cas avant. Donc, c'est pas trop mal. Donc là, vous avez le connecteur qui sort. Et de l'autre côté, on ne le voit pas, mais vous avez évidemment une entrée. Donc, c'est là où vous branchez votre alimentation. Et après, le boîtier a aussi un petit écran qui vous affiche des informations sur justement le câble. Donc, plutôt intéressant. Ah, d'ailleurs, petite correction par rapport à la semaine dernière avec Chrome, évidemment, qui télécharge un fichier de 4 Go pour faire tourner un mini LLM de chez Google directement sur votre PC sans vous demander. Apparemment, le paramètre que j'ai montré, donc vous pouvez aller dans les paramètres de Chrome pour désactiver la fonctionnalité, c'est pas disponible pour tout le monde. Donc, visiblement, ils sont en train de tester la possibilité de désactiver cette fonctionnalité, mais tout le monde n'y a pas accès. Je croyais que c'était justement un bouton qui était partout en Europe, parce que en général, il y a un peu plus de règles en Europe qui empêchent ce genre de choses. Mais non, c'est pas le cas. Il y a des personnes en France qui n'ont pas le bouton. Donc, si vous n'avez pas le bouton, malheureusement, c'est plutôt compliqué de désactiver cette fonctionnalité, si on peut appeler ça une fonctionnalité. Et donc, vous êtes un peu coincé avec un fichier de 4 Go qui, voilà, ne sert pas à grand-chose. Ou alors, la solution que beaucoup de gens ont donnée dans les commentaires, c'est que vous pouvez désinstaller Chrome et juste utiliser autre chose. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains podcasts. Même chose sur YouTube d'ailleurs. Et du coup, on se retrouvera pour un prochain Texamash Show. Ciao, ciao!